Nouvelle édition sur la RTD, bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a quitté aujourd'hui le pays à destination de la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il prendra part, aux côtés de plusieurs dizaines d'autres chefs d'État, à la 15e session de la conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le ministère de la Femme et de la Famille a tenu une réunion, un symposium sur le thème Femmes, Paix et Sécurité avec les parties prenantes à la salle de conférence au Djibouti Palace Kempinski. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a quitté aujourd'hui le pays à destination de la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il prendra part aux côtés de plusieurs dizaines d'autres chefs d'État et de gouvernement issus du monde entier à la 15e session de la conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, intervenant tous les 2 ans. La conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a valeur de plateforme intégrée des pays du monde. Eh bien, son ambition principale est de définir de programmes stratégiques visant à relever les défis de plus en plus importants posés par la sécheresse et l'aridité des sols, source de dépréciation des écosystèmes et conditions indéniables de revue à la baisse des revenus de populations tirant leurs économies des métiers liés à la terre. Instance dévolue également à la réalisation d'une véritable solidarité internationale autour des problématiques causées par la désertification. La Convention des parties des Nations Unies est en charge de l'établissement d'une grille prioritaire et actualisée de l'aide au développement au profit de pays affectés par la sécheresse et les conséquences du phénomène du réchauffement climatique. Outre le sommet des chefs d'État et de gouvernement, les pays membres de cette convention auxquels prendra part Ismaël Omar Guelleh, 4 autres assises sont portées à l'ordre du jour de cette 15e édition de la Convention des parties des Nations Unies sur la lutte contre la désertification adjointe du vocable terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire à un monde prospère. Ces 4 assises sont respectivement composées d'une réunion de jeunes sur l'emploi des métiers liés à la terre, d'une plateforme de discussion pour les femmes sur la pénibilité du travail agricole, d'un forum d'affaires et d'une réunion entre les 5 plus grands PDG des firmes agro-industrielles du monde. 5000 délégués issus de 197 pays sont d'ores et déjà portés au registre de participants de cette 15e session des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée, le président de la République mettra également à profit ce déplacement en Côte d'Ivoire pour s'entretenir en marge avec les principaux responsables politiques de ce pays, frères et amis, dont le président Alassane Ouattara. Il s'entretiendra également en marge avec plusieurs de ses pairs, chefs d'État et de gouvernement, participant comme lui aux travaux de la 15e conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Une importante délégation comprend notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, celui de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement en Côte d'Ivoire. À noter également la présence au sein de la délégation accompagnant le chef de l'État à Abidjan, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mohamed Boulhan Ali. Les préparatifs donc de la COP 15 qui se tiendra en Côte d'Ivoire vont bon train et seront l'occasion pour la République de Djibouti et pour tous les pays de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées afin que des mesures urgentes soient mises en place et de reboiser les terres et les forêts. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra part aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à cette 15e session de la conférence des parties COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra du 9 au 20 mai prochain. Près de 5000 autres
participants issus des secteurs privés et des sociétés civiles du monde entier. C'est l'hôtel Sofitel d'Abidjan, complexe moderne spécialisé dans l'hébergement des conférences internationales qui ont lieu en Côte d'Ivoire, qui abritera donc les travaux de cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Quant à l'hébergement de cet événement international, il incombe cette année à la République de la Côte d'Ivoire, qui aura l'honneur de recevoir pour l'occasion une trentaine de chefs d'État et de gouvernement issus d'Afrique et d'autres continents. Plusieurs questions seront discutées lors de ce sommet de haut niveau les 9 et 10 mai 2022, y compris un sommet des chefs d'État, des tables rondes et des sessions du dialogue interactif, ainsi que de nombreux autres événements spéciaux et parallèles. La COP 15 est un moment clé dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Il s'appuiera sur les conclusions de la 2e édition des perspectives foncières mondiales et offrira une réponse concrète aux défis interconnectés de la dégradation des terres, du changement climatique et de la perte de biodiversité, alors que nous entrons dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des terres. Écoutons un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali. Quelques mois après l'ouverture de notre ambassade ici à Abidjan, nous sommes très honorés d'accueillir notre chef d'État, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires ont été prises pour l'accueillir dans les meilleures conditions, grâce à l'excellence de nos relations bilatérales qui unissent nos deux pays. Concernant le sommet, le chef d'État répond à l'invitation qui lui a été adressée par son frère, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ce sommet est un prélude de la 15e conférence des Nations Unies, aux États parties de la Convention des Nations Unies, la COP 15 sur la désertification. Et à l'issue de cette réunion, les chefs d'État et de gouvernement adopteront une déclaration. Cette déclaration dans laquelle il visera à mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour lutter contre la désertification et pour contribuer à la restauration des terres. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis et l'appui technique du PNUD, a organisé ce matin un symposium sur le thème Femmes, Paix et Sécurité avec les parties prenantes à la salle de conférence au Djibouti Palace Kempinski. L'objectif de cet atelier est de réviser et mettre à jour le plan d'action national afin de renforcer l'engagement du gouvernement et des organismes internationaux quant à l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Co-présidé par la ministre de la Femme et de la Famille et l'ambassade des États-Unis à Djibouti, donc, cet événement a vu la participation d'une cinquantaine de représentants des différentes parties prenantes entre institutions administratives et partenaires au développement. Dans leurs interventions respectives, les personnalités ont mis en exergue l'importance que revêt la thématique du genre prévalant au sein du COMESA et du LIGA, tant au niveau régional qu'au sein du NEPAD, mais aussi au niveau continental, et ce, dans le respect du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme. Ces actions, les deux pays démontrent leur engagement à élargir l'accès des femmes au processus de paix et de résolution au niveau mondial. Les États-Unis reconnaissent l'engagement de Djibouti à faire progresser les rôles des femmes dans le processus de paix. Pour être précise, l'absence de conflit d'un pays ne l'empêche pas de prendre des mesures pour faire évaluer la paix, comme l'a montré Djibouti dans soutien à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. En outre, Djibouti démontre son engagement en faveur de la paix pour ses affaires permanentes pour mettre en œuvre la résolution 1325 des Nations Unies. Ces événements témoignent de l'engagement continu de ton individu, et les individuels et les organisations. Je pense que c'est très important. Ici, une autre chose que je voudrais souligner à tout le monde, c'est qu'on ne peut continuer d'organiser un événement une fois par an ou échanger occasionnellement sur ce sujet. Au lieu de cela, nous devons démontrer par notre effort collectif un travail durable et ciblé. Je suis très fier de tout ce qui
y ont contribué à la réalisation de cet objectif. Et je suis convenu que vous poursuivrez ces efforts importants. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a mis le point sur l'importance de la protection de la femme et de l'enfant dans les conflits. Nous l'écoutons. À ma qualité de ministre de Défense, chargé des relations avec le Parlement et par intérim, je ne peux que soutenir un tel événement qui vise à encourager et à faciliter la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. Cet atelier, ce matin, est destiné à permettre aux autorités de notre pays et aux organisations non gouvernementales de mieux connaître et comprendre les processus de constitution des forces dans les opérations de maintien de la paix et plus particulièrement les défis relatifs à la promotion du genre et à la protection des droits des femmes. Je suis certain que ce matin, les échanges d'informations qui auront lieu dans les différents ateliers et les échanges d'expériences permettront d'améliorer la contribution de la République du Djibouti, qui est déjà très appréciée dans le continent et au niveau de la région. La résolution 1325 du Conseil de sécurité, adoptée en 2000, a reconnu l'importance de l'impact des conflits armés sur les femmes et les enfants et a garanti la protection et la pleine participation de celles-ci aux accords de paix. Ces derniers, bien qu'ils aient été lents à venir, on constate aujourd'hui des signes de renforcement de l'engagement et des mesures prises pour assurer la réalisation des objectifs de cette résolution. Et prenant la parole à son tour, la ministre de la Femme et de la Famille s'est réjouie que les États-Unis, à travers l'ambassade et à travers le camp Lémonier, organisent un symposium sur les femmes, la paix et la sécurité. Pour plus de précisions, nous écoutons la ministre de la Femme et de la Famille. Cette résolution réaffirme la nécessité d'une représentation accrue de la gente féminine à tous les niveaux et exhorte au renforcement de la participation des femmes. Elle souligne également le rôle important des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, dans les négociations de paix, dans la consolidation de la paix, son maintien, dans la reconstruction après les conflits. Parallèlement, elle protège les femmes et les filles contre les violences sexistes et toutes les formes de violences basées sur le genre par la mise en place des mesures spécifiques. Mesdames et messieurs, ce rôle qui nous incombe, nous les femmes, souligne l'importance de notre participation dans tous les efforts de maintien et de promotion à adopter son propre plan d'action national. C'est pour ça qu'à Djibouti, en 2017, le plan d'action national sur la résolution 1325, conformément à celui de l'IGAD, a été fait dans l'esprit d'acte constitutif de l'Union africaine de 2002, la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, le protocole de Maputo, la politique de l'Union africaine en matière d'égalité de sexe et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette démarche constitue la preuve de l'engagement de notre pays aux côtés de la communauté internationale. Le ministère de la Femme et de la Famille a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre intégrale du plan d'action national sur la résolution 1325 en étroite collaboration avec tous les acteurs nationaux et partenaires au développement concernés. Ainsi, notre plan d'action couvre 4 axes majeurs qui sont les suivants. La femme et les violences sexuelles au niveau national, les femmes réfugiées, les femmes dans les conflits pastoraux, les forces de sécurité et de défense et les questions de violences sexuelles. Étant donné que ce plan n'a pas été mis en œuvre concrètement au niveau national, nous souhaitons mettre au profit de cette rencontre afin de sensibiliser les parties prenantes à se l'approprier et à apporter leur contribution pour l'actualiser. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité.
Et donc l'appel à la prière, bienvenue si vous nous rejoignez. À l'instar du monde, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette journée riche en activités a eu lieu au sein du Centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed. Cette journée a vu la participation de la directrice générale du centre, Acha Farah, le chef adjoint de la mission du CICR, Mustafa Mohamed, la première vice-présidente du Croissant-Rouge, Mme Hawa Jamaïdli, ainsi que les responsables du centre, le centre du collecte de sang de l'hôpital général Pelletier, les membres des comités locaux du CDR, volontaires et élèves, professeurs ont activement préparé aux activités de don de sang, séances de diffusion, de formation, premiers secours et des échanges sur les valeurs humanitaires. L'ensemble des participants ont tenu à réaffirmer leur engagement envers les plus vulnérables. Internationale du Croissant-Rouge et du Croix-Rouge. Je ne peux qu'adhérer à ce genre d'initiative et participer tant que soit possible pour pouvoir les accompagner. Nous avons voulu que les élèves professeurs de ce centre participent à cette journée parce qu'il est important qu'ils adhèrent eux aussi, parce qu'ils sont porteurs d'une mission importante au niveau de la nation, puisque vous aurez entre vos mains des générations d'élèves qui vont devenir, par votre impact, que ce soit au niveau des savoir-être, mais aussi du savoir-vivre, mais aussi en tant que citoyens, les générations à venir. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre à travers vos actions, à travers votre comportement, votre posture, votre engagement en faveur de toutes les actions qui peuvent participer au développement de ce pays. Donc c'est très important, jeunes gens. Je vous exhorte dès à présent de vous en imprégner pour que, à quelque niveau que cela soit, vous puissiez participer dès aujourd'hui à cette noble entreprise. Notre équipe sur place a pu accueillir quelques réactions lors de cette cérémonie, celles notamment des responsables du Croissant Rouge. En voici donc quelques-unes. Il est un plaisir d'être parmi vous pour célébrer cette journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti célèbre, à l'instar des membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, cette date ô combien mémorable. Cette date correspond à celle de l'anniversaire de la naissance d'Henri Durand, le père fondateur du mouvement, en 1828. Il a rendu compte dans un souvenir de Solferino des terribles souffrances dont il a été témoin à la bataille de Solferino en Italie en 1859. Cet ouvrage a donné forme à cette vision humanitaire et a abouti à la constitution dans chaque pays des sociétés de secours volontaires ayant pour but de soigner les blessés en temps de guerre sans aucune distinction. Telles sont les racines de ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette journée est une journée importante en sa qualité et je remercie infiniment nos collègues du Croissant-Rouge d'avoir choisi les futurs professeurs afin de célébrer cette journée avec le mouvement international de la Croix-Rouge. Si je fais un programme qu'on appelait « Explorons le droit humanitaire », ce programme est déjà enseigné au niveau de l'histoire géo, je pense, dans la classe de 8e. Donc déjà, dans le curricula du ministère de l'Éducation nationale, le Croissant Rouge et les CICR ont injecté des programmes qu'on appelle « Explorons le droit humanitaire ». Dans l'actualité également, la deuxième édition de la compétition robotique de Djibouti s'est clôturée hier dans l'après-midi au gymnase du lycée d'État de Djibouti. La compétition de la deuxième édition du concours Djibouti Robotique Compétition, donc organisée par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat Le Clé. Cette édition qui s'est tenue du 6 au 7 mai sur le thème Impact durable, axé sur le changement
climatique avait pour objectif d'éveiller l'intérêt des jeunes djiboutiens à la manipulation des technologies innovantes, la robotique et du codage. Elle a permis également d'inspirer les jeunes tout en promouvant l'enseignement du sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La cérémonie de clôture de la deuxième édition du concours Djibouti Robotique Compétition a été présidée par la directrice générale du CLE, Obah Ahmed Malo, le directeur adjoint de Abdelkarim Mohamed Hassan, le directeur des opérations M. Cheikh Mohamed Abdallah, le secrétaire général du MENFOP Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur général de l'enseignement M. Abdi Drej, les directeurs des collèges, les proviseurs des lycées, des universitaires ainsi que les enseignants des différents collèges et des lycées en préparent également à cet événement. En effet, cette année, les équipes participantes ont concouru en 3 catégories, à savoir la Ligue des stars pour les lycéens, la Ligue des techs pour les collégiens et la Ligue des makers pour les universitaires. Le collège de Fukuzawa, qui a remporté la première place de la compétition de la Ligue des techs, le lycée d'État de Djibouti qui a remporté aussi la première place de la compétition, la Ligue des stars. Et enfin, le groupe de Cannes Intelligente a remporté la première place de la compétition de la Ligue des makers. Les hauts responsables présents ont procédé à la remise des trophées aux différents élèves gagnants lors de cette deuxième édition du concours Djibouti Robotique. Lycée de Djibouti, lycée de Ahmed Parah, lycée Maître Jama, lycée PK. L'objectif de la compétition est de préparer, je le rappelle, les jeunes djiboutiens à devenir des leaders en sciences et en technologie, et aussi de leur montrer l'utilité de la science et de la technologie. Voici quelques réactions des participants à cette cérémonie. Là, actuellement, nous sommes à la deuxième journée en après-midi du DRC, qui est le Djibouti Robotic Competition, qui est vraiment, c'est la deuxième édition cette année. Et ça permet, il y a le meilleur jeunes collégiens, universitaires et lycéens qui participent. Il faut se rappeler que l'objectif ultime de cette compétition n'est pas vraiment en soi de gagner, comment on allait dire, une médaille et des prix, mais c'est l'euro qu'ils appellent. Nous sommes capables d'aller au-delà. Et chacun de nous, chacun de ces jeunes-là que vous voyez ici, que ce soit d'extirper et d'utiliser ce qui est dans un intellect, parce que, comme vous le savez, Dieu nous a tous créés égaux. Et on est capable de relever les défis et d'avoir... on est peut-être un petit pays, mais on a des grandes ambitions et on peut avoir. Et je suis sûr et certain qu'avec notre partenariat privilégié avec les MENFOP, nous pouvons accomplir énormément de bonnes choses. Et je suis très confiant. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. La Palestine condamne la décision israélienne de construire 4000 logements en Cisjordanie. Les autorités palestiniennes ont condamné vendredi le feu vert sioniste à la construction de 4000 logements dans des colonies sionistes en Cisjordanie. C'est ce qu'ont rapporté hier les médias. Cette décision vise à stimuler la construction de colonies au détriment de l'État palestinien. C'est ce qu'a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les colonies sionistes constituent une violation du droit international et des conventions de Genève, a-t-il ajouté, dénonçant cette initiative comme une menace sérieuse pour les chances de parvenir à la paix. Les travaux de construction de près de 4000 logements débuteraient la semaine prochaine, selon toujours le communiqué. En réaction, le Premier ministre palestinien a mis en garde contre les graves conséquences qui résulteraient de ce projet sioniste. Il a également condamné la décision sioniste de démolir 12 hameaux de la région de Massafer, au sud de l'El Khalil, en Cisjordanie. Ces projets constituent une menace pour la sécurité et la paix dans la région qui vit dans un état de tension en raison des politiques de persécution, de racisme, de nettoyage ethnique appliquées par le gouvernement d'occupation contre le peuple palestinien, a-t-il poursuivi. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 8 mai. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Télé Djibouti.